Audion a été créé en 2018 par Kamel et Arthur, les deux fondateurs, qui partaient d'un constat de se dire il y a quelque chose d'émergent qui est en train d'arriver sur l'écosystème média. Alors, est-ce que c'est un média? Est-ce que c'était un format? Et on sait tout à fait que quand il y a quelque chose, quand il y a un nouvel écosystème qui arrive, les régies, les éditeurs ne sont pas toujours formés ou prêts à monétiser ces nouvelles audiences. Donc ça a été de fédérer et d'aller voir les éditeurs pour leur dire on va fédérer une audience importante pour pouvoir vous aider à monétiser au mieux ces nouveaux contenus, ces nouveaux usages, et c'est surtout très lié à l'usage, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu d'usage, il n'y aurait pas eu derrière d'audience, et pas d'audience, pas de monétisation possible. Et donc sur un écosystème qui va être assez large, qui va, et donc là pour le coup, quelque chose qui n'était pas nouveau sur les plateformes musicales, Spotify, Deezer, SoundCloud, qui fait que ça faisait plus de 10 ans qu'ils existaient et qu'ils monétisaient déjà ces inventaires publicitaires. Donc il y a cette partie-là, il y a toute la partie radio avec les lives des radios, les web radios, les podcasts replay dont on parle, et puis tout le reste de l'écosystème qui était autour de donc ça ces nouveaux contenus autour des podcasts natifs, autour des sociétés de production, autour des éditeurs qu'on appelle de print ou des web players qui faisaient qu'ils produisaient des contenus, qui fait qu'il y a un écosystème global où, alors je le mets ici, on doit avoir quelques... Nous, on est capable de travailler avec tout cet écosystème global pour avoir un reach qui est très puissant et qui va permettre après aux annonceurs de venir communiquer sur un environnement qui est déjà très massif et très puissant. Vous prenez l'audio digital dans sa grande largesse, j'ai envie de dire. Exactement. Et à ça, on a développé des assets technologiques, un ad server pour nous aider à délivrer ces publicités de façon dynamique, et puis un outil de DCO, donc Dynamic Creative Optimization, qui fait que on peut délivrer des campagnes qui sont contextuelles, plus que personnalisées d'ailleurs, contextuelles, et qui vont aider. J'aimais bien tout à l'heure c'est un peu l'hymne de la marque, le son, aider à faire en sorte que cet hymne de la marque résonne de plus en plus sur l'univers du digital. Parce que pour nous, on pense que l'audio digital est surtout digital. Alors justement, ces mutations des médias qui se digitalisent, etc., comment est-ce que vous les interprétez et comment est-ce que vous accompagnez du coup les marques chez Audion? Déjà, il faut évangéliser, il faut être assez clair, pas trop d'acronymes, il ne faut pas leur faire peur. Il faut faire en sorte qu'ils se retrouvent par rapport à ce qu'ils peuvent déjà faire, soit en radio, soit en digital, soit sur tous les autres médias, pour leur dire, vous allez avoir à peu près les mêmes KPIs que vous avez par ailleurs sur l'univers du digital. Donc on peut plugger de la data pour avoir un ciblage plus précis. On va avoir un taux de complétion qui fait que la publicité est écoutée ou pas écoutée. Il y a une seule chose qu'il n'y a pas sur l'univers de l'audio digital, même si on peut le joindre avec une bannière, c'est un taux de clic. Mais par contre, on a plein d'autres éléments qui va faire en sorte qu'une campagne audio-digitale, on va pouvoir la mesurer comme on va pouvoir mesurer une campagne digitale. Alors justement, comment est-ce qu'on accompagne également les éditeurs dans cet écosystème? Est-ce qu'on les encourage à créer plus de formats, différents types de formats? Comment est-ce que vous voyez les choses chez Audion? Là, pour le coup, on essaye de faire quelque chose d'assez simple et de leur dire, pour l'instant, allons sur un format par contenu, un voire deux formats par contenu publicitaire, pour faire en sorte que on tue pas cet écosystème avant qu'il soit né. Il y a quelques chiffres qui existent, par exemple, dans l'univers du web ou du display, c'est une personne est exposée à une publicité toutes les 10 secondes.
Sur la vidéo, elle est exposée à la publicité toutes les 2 minutes. Sur l'audio, elle est exposée à une publicité toutes les 26 minutes. Donc pour l'instant, il faut vraiment qu'on arrive à garder cet univers un petit peu protégé, un petit peu intimiste, qui fait en sorte que une marque va être associée à un contenu, à un contexte, à un reach au global, et qui fait que la personne qui va écouter ce contenu puisse ne pas subir la publicité, mais se dire, de toute façon, si j'écoute gratuitement ce contenu, il y aura forcément une publicité qui existe par ailleurs. Et souvent on dit c'est le tout gratuit, mais si on fait la comparaison avec la presse, vous achetez votre magazine, mais en plus il y a de la publicité à l'intérieur. Donc vous voyez un petit peu le parallèle avec ces univers-là. Donc nous, notre mission, c'est de faire en sorte que on arrive à, dans un mix média global, faire passer le message à une marque qui est de dire ce sera important de communiquer sur l'audio digital pour émerger différemment, pour avoir, on va dire, une proximité avec des internautes que vous avez du mal à avoir par ailleurs dans un plan média digital classique. Mais qui sera complémentaire aussi. Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas tuer l'œuf dans la poule et le marché ne pas être trop gourmand tout de suite. Le podcast aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec l'émergence de la vidéo, des plateformes comme YouTube il y a 10-15 ans? Alors, si on parle d'un point de vue publicitaire, oui. On a fait un petit exercice pour regarder où en était la vidéo il y a une dizaine d'années en termes d'investissement publicitaire. Je connais ça puisque je travaillais chez M6 à l'époque sur la partie digitale. On est à peu près à l'année 2011 de la vidéo. C'est-à-dire que les investissements médias en France, je parle, sur la partie vidéo étaient de l'ordre de ce que ça va être cette année. Et sur les 3 dernières années, il y a eu à peu près la même croissance. On pense que dans une dizaine d'années, si on a la même croissance qu'on a eue sur la vidéo, ce sera un marché qui sera très massif. Et si on regarde déjà ce qui se fait au niveau mondial et aux États-Unis, c'est un marché qui pèse déjà plus de 2 milliards de dollars dans le monde. Ça va peser à peu près entre 40 et 50 millions en France cette année sur la partie audio digitale. Voilà, on a un petit 10 ans de décalage, de retard. Je ne sais pas si c'est décalage ou retard. Ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal, c'est que, enfin, c'est paradoxal et pas trop à la fois, c'est-à-dire que l'audio aurait peut-être dû naître avant la vidéo, parce que c'était plus le prolongement. On va dire que le web est né il y a une vingtaine d'années avec les contenus textes. Il a été enrichi avec des photos, des gifs animés, du flash. Et après est arrivée la vidéo, sauf que le son aurait sans doute pu ou dû arriver avant. Mais c'est un peu comme dans l'histoire globale de l'audiovisuel. Il y a, même si le média radio et la radio est un média très puissant, la télé est beaucoup plus puissante et donc il y a une attractivité plus importante, je pense, pour la vidéo que l'audio, mais ça reste quand même très très fort et très important et on le voit là dans les usages. Si l'audio digital explose, c'est parce que les gens le consomment en écoutant de la musique, en écoutant des podcasts, en écoutant des podcasts replay, en écoutant des podcasts natifs, et puis en écoutant aussi, c'est vers ça où on est en train d'aller aussi chez Audion, sur des contenus écrits que l'on va pouvoir aussi... Exactement. Ça, c'est une nouvelle techno que vous avez. Exactement. Ça permet d'avoir un article chez un éditeur et d'avoir un player. En fait, on choisit si on le lit, si on l'écoute. En fait, ça va dans la continuité de l'approche qu'on a eue, qui était de dire comment on peut aider les éditeurs dans leur stratégie de diversification à aller vers ces contenus audio. Et dans le panorama dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il y avait ceux qui s'en sortaient très bien, c'est toutes les plateformes musicales, bien entendu, puisqu'il y a des millions de personnes qui écoutent de la musique. Alors, comme ils ne sont pas tous abonnés, eh bien, ceux qui ne sont pas abonnés, il y a la publicité derrière pour le monétiser. Il y a
toutes les radios, puisque c'est dans leur ADN ce contenu audio. Et puis il y a les podcasts natifs, avec certains qui émergent très fortement et qui ont des audiences importantes. Mais par contre, tout l'univers de la presse avait du mal à produire des contenus qui soient massifs. Et si ce n'était pas massif, ça resterait un épiphénomène chez eux. Et donc en termes de monétisation, ce serait toujours compliqué. Sauf qu'ils ont un asset qui est hyper important, c'est que tous ces sites produisent entre 50 et 100 contenus par jour. Et ces contenus, à un moment donné, pour un utilisateur, est-ce qu'il a envie de le lire ou est-ce qu'il veut aussi l'écouter ? On est en train de plus en plus de se déplacer, alors au moins dans les villes et dans Paris en particulier, en vélo. Je ne sais pas si on peut lire en faisant du vélo. Par contre, on peut écouter des contenus en faisant du vélo. Ça va être déployé chez quel éditeur français, cette techno ? Donc là, pour l'instant, on est déployé chez tout le groupe Unify. Donc on a déployé par exemple sur Marmiton, au féminin, voilà. Sur Marmiton, on l'a déployé sur l'ensemble de leurs recettes, qui fait que leurs recettes, vous pouvez soit les lire, soit les écouter. Ça, c'est pas mal, parce que j'ai jamais compris le concept de la recette qu'on lisait, puisqu'on est en train de faire quelque chose en même temps que précisément faire la recette. Exactement. Donc c'est pas mal. Donc on le fait chez Prisma aussi. On est en train de le déployer chez M6 sur leur site Turbo. Et donc la promesse, parce qu'il faut aussi que ce soit une promesse pour l'utilisateur, c'est de se dire, mais à toi de choisir si tu veux le lire ou l'écouter, même si le contenu est le même. Et donc là, je vous livre quelques résultats. On peut peut-être revenir avant. Ouais, c'était celle-là. Voilà, c'était ça. Qu'on vient de faire avec Epidemics pour savoir si est-ce qu'on est en phase avec ce que veulent les gens. On voit qu'il y a 40% des gens qui sont prêts à écouter ces contenus de façon audio. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une attente. Maintenant, c'est aussi aux éditeurs de voir comment ils vont le déployer. Et puis, on voit que c'est fait de façon avec de l'intelligence artificielle. Donc le job, c'est quoi ? C'est d'aller s'implémenter sur les pages, de transformer ce contenu écrit avec une approche syntaxiale qui est hyper importante pour qu'on n'ait pas l'impression d'avoir un robot qui nous lise quelque chose sans ponctuation. Après, il y a eu une approche très importante sur les voix, sur l'intonation dans les voix. Et derrière, on va retranscrire ce contenu avec l'implémentation d'AppLayer, plus une distribution qui va derrière. Et on voit que quand on demande, et on a fait un test entre une voix artificielle et une voix humaine, il n'y a quasiment pas d'écart, puisque c'est 0,2 points de différence entre la voix artificielle, qui est aussi bien perçue qu'une voix humaine. Merci beaucoup, Nicolas Thorin, d'être venu ce matin à l'Audio Morning, et à très bientôt. À très bientôt.